C'est bon. Donc du coup, oui, tu voulais intervenir, Gaëtan, sur le... Je vais essuyer après. Mais en fait, ça enregistre quand même ou quoi, Yannick? Ouais. Donc on verra ce que ça donne. Non, en fait, simplement, nous n'avons pas réagi au compte rendu de conseil parce que nous avions lu et c'est vrai que c'était assez, on va dire, enfin, c'était assez proche du conseil. Moi, je n'y étais pas au dernier conseil, j'avais le Covid malheureusement, mais je vous ai suivi. Et c'est vrai que sur le paragraphe du DPU de Castera, la phrase qui est dite pour le compte-rendu, c'est le Conseil autorise le maire à éventuellement porter un DPU. Et c'est vrai que la semaine dernière, dans la chronique, on lit que les élus décident. Donc c'est vrai qu'on ne sait pas comment ça a été communiqué à la presse. Si. Mais c'est pas forcément compatible avec ce qui a été dit. En fait, c'est bien le maire qui porte un DPU, c'est pas les élus. Et puis, si tu veux, ben, on a regardé la vidéo justement. Et on a re-regardé. C'est vrai que juste avant, on dit on va porter un DPU, éventuellement, on autorise le maire à porter un DPU, mais je rencontre la personne qui a un projet. Et si le projet est intéressant, le DPU s'éteint de lui-même. Donc, en fait, ce qui est dit dans la chronique, c'est quand même pas tout à fait comment Ce qui a été dit dans en la conseil. vérité des choses, si tu veux. Parce Tout à que fait. on a autorisé le maire, puisque tu devais rencontrer la Mm. personne. Et voilà. Donc, moi, je souhaiterais que quand même il y ait un rectificatif là-dessus, parce que on nous a posé la question, et puis ben, vous dites, les élus ont décidé. Donc, c'est pas complètement exact. Alors, je ne sais pas quelle communication a été faite. Depuis que les conseils effectivement sont en ligne, en fait, la chronique comme Ouest France se base sur le conseil. Alors parfois, ils m'appellent pour avoir des précisions, mais c'est vrai que là, ils ont eu comme toi la vidéo. Donc il n'y a pas eu de communiqué précis qui a été envoyé. Donc effectivement, on a parfois des erreurs de langage. Et effectivement, le DPU, c'est dans les délégations. Donc c'est pour ça, effectivement, je vous en ai parlé pour avoir déjà votre avis et effectivement une autorisation. Donc effectivement, les termes qui étaient dans la chronique ne sont pas les termes exacts qu'on a utilisés et sur lesquels on a délibéré. Non, parce que voilà, c'est On est d'accord. Maxime c'est Mm. bien le maire, quoi. Mm. Et c'est vrai que dans la phrase juste avant, Oui, c'est comme si c'était il y a le mais du rendez-vous, et après il y a même le si pour la continuité du DPU. Voilà. Donc je voulais, D'accord. mais par contre on n'a pas réagi parce qu'effectivement le compte rendu il était exact. Oui, 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 et on n'a pas communiqué de texte précis. Hein. Il s'est basé sur la vidéo et il a pas repris les termes exacts. Du coup, effectivement, Donc voilà, c'est pour ça que bon, bah, ce soir c'est il y a une dommage. approximation. C'est pour ça que ce soir c'est dommage parce que peut-être que justement les journalistes auraient pu de même rectifier. Ouais, merci Yannick. Mm. Est-ce qu'il y avait un autre point sur le compte rendu? Non. Est-ce qu'il y a des oppositions à ce compte rendu, des abstentions? Merci. Du coup, on va pouvoir passer donc à l'ordre du jour. Donc premier point, cela concerne les finances locales. Donc les tarifs de l'espace public numérique, donc on avance bien, voire très bien sur l'EPN. Il y a un comité d'usagers qui a été créé, il y a eu une première réunion, l'espace commence à se remplir. Et là, du coup, il a lieu de créer une régie, parce que pour l'EPN, il va y avoir des tarifs, il va y avoir des abonnements et des prestations. Donc il faut créer une régie. Donc voilà, on vous propose de créer la régie multiproduit numéro 600008 pour l'encaissement des produits de l'espace public numérique de la commune. Et donc ça a été travaillé en commission numérique qui est chapeautée par Raphaël. Et donc les tarifs qui vous sont présentés, vous les avez, ils sont dans votre préparation. Donc c'est des tarifs qui ont été travaillés en commission, qui ont été présentés en bureau et qui se basent sur des tarifs moyens, des Fab Labs de même taille et de même public. Donc l'idée, c'est d'avoir aussi un Fab Lab qui soit accessible au plus grand nombre. Donc les tarifs sont volontairement, je dirais, corrects. Hein. L'objectif n'est pas de faire fuir les futurs
participants. Donc, pour faire très rapidement, sur des particuliers, donc il y a 3 cases, particuliers, professionnels, scolaires. Donc, sur les particuliers, on est parti sur 30 euros adulte seul par an, 20 euros pour des jeunes de 12 à 18, gratuit pour les moins de 12 ans, un tarif spécial pour les familles de 50 euros, gratuit pour les demandeurs d'emploi, et pour les adhérents, associations ou partenaires, on est à 20 euros. Alors, donc le principe, un abonnement à l'année, vous payez selon votre catégorie 20, 30, 50. Vous avez accès au Fab Lab totalement. D'accord. Donc ça, c'est le principe. Et après, ça, on ne l'a pas déterminé, mais il y aura un coût par matériau. Hein, vous voulez faire une petite fusée avec du plastique, et ben vous payez votre bobine. Voilà, c'est le principe des Fab Labs. Donc l'idée, c'est vraiment... Et le coût des matériaux est, je ne vais pas dire dérisoire, mais c'est pas très cher. Hein. C'est vraiment l'idée de créer, d'innover, de partager, et non pas de gagner de l'argent. Hein. C'est pas le but. Donc voilà pour cette première ligne. Une fois que vous avez cet abonnement, donc vous utilisez toute l'année, et il y aura dans l'année des formations spécifiques. Et donc quand il y aura des formations spécifiques, il y aura un coût. Et donc là, vous avez le coût, 5 euros. Alors c'est dégressif. Hein. Comme on est dans une régie, il faut mettre des lignes pour qu'on ait toutes les possibilités. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a 5, 10, 15 ans, selon le nombre de formations que vous faites. Voilà, ça c'est pour les particuliers. Pour les professionnels, hein, donc on est sur 80 euros hors taxe par trimestre sur réservation. Hein, alors, ce sont des tarifs de base. Hein, ça va permettre, là on va ouvrir, on espère en mars, début mars. Hein, donc on va avoir une petite période d'essai. On réajustera l'année prochaine selon les publics qui viendront au Fab Lab. Voilà, à l'année on est à 240 euros hors taxe. Et pour les formations par personne et par atelier, 25 euros hors taxe. Voilà. Pour les scolaires, donc Coglado et Ado Explorer, on est sur réservation, donc uniquement sur le temps d'ouverture aux scolaires et dans le cadre d'un projet pédagogique. Et donc suivant le projet, on est sur des paliers de 25 euros jusqu'à 200 euros. Donc l'idée, c'est pareil, hein, c'est de travailler avec les scolaires, les faire venir. Donc voilà. Alors, je ne sais pas si ça amène des observations ou des... Alors, après, vous pouvez comparer, hein, ça reste dans ce qui se fait dans les autres Fab Labs. Hein. L'avantage d'être Fab Lab, d'avoir cette labellisation, c'est qu'on est dans un réseau et donc c'est plus facile de pouvoir comparer. Donc voilà. Donc ça, c'est pour le Fab Lab. Et, ah oui, Raphaël, je te donne la parole. Il chauffe. Vas-y. En fait, on s'est basé sur le tarif surtout du Fab Lab de Janzé, Oui. et un petit peu de Saint-James, parce que celui de Fougères est gratuit parce qu'il fait partie de la médiathèque. Donc c'est dans le service de la médiathèque. Le souci, c'est qu'il attire plus de consommateurs que d'utilisateurs, en fait. Des gens qui viennent pour faire une pièce, comme s'ils venaient dans un magasin. Donc c'est pas souhaitable dans le cadre d'un Fab Lab. Donc on a préféré mettre des tarifs qui sont exactement les mêmes que celui de Janzé, sachant que sur les 6 premiers mois, on sera dans la gratuité. Il n'y aura pas d'abonnement jusqu'en septembre et on pourra rectifier le tir si on s'aperçoit que les gens trouvent ça ou trop cher ou pas assez cher. Pour les produits, je ne sais pas s'ils sont dessus là, les produits. S'ils avaient été mis dessus, là, pas là. Hein. Non. Ils sont peut-être présentés au prochain conseil du coup. Oui, on l'en présentera. Là, c'était d'abord pour les abonnements. Non, on n'a pas les... Ouais. Mais c'est pas... Bah, j'avance, hein, si on l'a, effectivement. Il y a aussi, donc, vous avez le parti Fab Lab, vous avez le parti coworking. Et donc là, coworking, vous avez 2 espaces, l'open space et la salle de réunion. Donc l'open space, c'est là où était la bibliothèque avant, enfin la médiathèque. Alors, donc c'est grand espace où on aura des îlots de travail. Hein. Certains îlots où vous aurez des grandes tables, d'autres où c'est plus espacé, plus confidentiel. Et on a créé une salle de réunion là où était le coin enfance-jeunesse pour ceux qui allaient à la médiathèque. Donc là, on a fermé cette salle-là. Et donc, il y a la possibilité de réserver une salle de réunion pour des auto-entrepreneurs qui ont besoin de recevoir du public. Et donc, voilà. Donc, ce qui fait 2 tarifs. À la demi-journée, l'open space est à 7,50. La journée est à 12 euros. La semaine, 50 euros. Le mois, 150 euros. Et l'année, on a 1500 euros, 12 mois glissants.
Et si vous allez à l'année à 1 500 €, la moindre des choses, c'est qu'on vous offre l'abonnement au Fab Lab. Voilà, c'est le petit cadeau de la maison. La salle de réunion, donc 80 € à la demi-journée et 120 € à la journée. Et à la semaine, parce qu'il faut que ça reste exceptionnel, on est à 500 €. Donc voilà, donc 2 espaces. Un espace grand public, le Fab Lab, et un espace coworking avec ces tarifs. Donc comme le disait Raphaël, effectivement, dans un premier temps, au moins pour le Fab Lab, c'est gratuit, parce que c'est un lancement, il faut qu'on voit comment ça fonctionne. Mais voilà, mais les tarifs resteront sensiblement les mêmes, puisqu'on est sur des tarifs, je dirais, conventionnels. Pour les matériels, on sera sur une utilisation raisonnable et raisonnée, c'est-à-dire que l'exemple par exemple de l'impression 3D, si on vient pour imprimer une petite pièce, c'est gratuit. Si on vient pour utiliser une bobine entière, soit on achète la bobine ou on l'apporte directement. Ça posera juste quelques problèmes sur certaines machines où on ne peut pas apporter n'importe quel matériel, parce qu'il y a des matériaux plutôt qui ne sont pas compatibles avec certaines machines. En fait. Donc Voilà, après ça se régulera au fur et à mesure. Donc voilà, donc ça c'est la première délibération pour créer cette régie, multi-produits. Est-ce qu'il y a des oppositions à cette création? Des abstentions? Je vous remercie. Et donc la deuxième délibération, elle est en lien, c'est la nécessité d'ouvrir un compte de dépôt de fonds au trésor. Sous ce terme un petit peu mystérieux, en fait, c'est un compte DFT qui nous permet en fait, de sécuriser, d'optimiser le fonctionnement des régies, notamment pour les chèques bancaires. C'est une option un peu particulière des régies municipales qui vont permettre, la régie va permettre que, notamment, Alexandre encaisse des chèques bancaires. Donc voilà, c'est une option qui nous permet de mettre des chèques. Et là, vous voyez, le montant maximal de l'encaisse est de 500 €. Le régisseur doit verser la totalité des recettes encaissées au moins 3 fois par an et lors de sa sortie de fonction. Et donc voilà. Et donc cette régie sera installée au 33 rue Chateaubriand, c'est l'adresse de l'EPM. Voilà, donc c'est pour compléter la régie. Voilà. Est-ce qu'il y a des oppositions à cette création de compte DFT, des abstentions? Je vous remercie. Donc voilà, donc ça c'était la partie EPN. Point numéro 3, c'est la création d'un budget annexe, donc lotissement communal La Croix-et-Tété. On le verra tout à l'heure, notre lotissement de la Grande Noaille est en train de se compléter. On est entre 1 et 2. On a cru à un moment donné qu'il ne nous restait plus qu'un. Puis les personnes qui s'étaient engagées se sont désistées. Mais voilà, on est en train de liquider, entre guillemets, les derniers lots. Et donc il est temps de voir l'avenir et on a la chance d'avoir sur Saint-Brice des réserves foncières qui avaient été prises il y a déjà de nombreuses années. Et donc là l'idée c'est d'utiliser ces réserves foncières pour réfléchir à un nouveau lotissement. Donc donc là l'idée c'est d'ouvrir un budget annexe et de pouvoir travailler un plan de sous-lotissement pour que lorsque la Grande Noaille va s'arrêter, on puisse prendre le relais. Ne pas perdre de temps parce qu'il y a toujours un petit temps de mise en place. Donc voilà, donc la Croix-et-Tété, vous voyez tous où est la Croix-et-Tété, c'est à la suite du lotissement privé, le bois du Ruffet. Voilà, on a des terres qui nous appartiennent derrière, qui sont classées en zone constructible, qui avaient été prévues à la fois dans les réserves foncières et dans le PLUI. Donc là, l'idée, c'est de suivre, je dirais, le process normal. On ouvre le budget annexe pour pouvoir préparer ce futur lotissement. Voilà, et donc vous avez, merci Maxime, la parcelle qui est en rouge, donc qui fait 10 650 mètres carrés. Donc on est AN53 et AN55 en UC2, donc au plan local d'urbanisme intercommunal. Donc tout est prêt. Voilà, et donc l'idée, on voit bien, on a une forte demande en habitat et on se retrouve un peu démunis. Donc là, c'est d'accompagner dans une zone qui avait été déjà identifiée pour ça. Et donc, la proposition, c'est de décider la création à partir de 2022 du budget annexe relatif aux opérations de lotissement à usage d'habitation sur les terrains identifiés ci-dessus et nommé lotissement communal La Croix-et-Tété.
Alors, on l'a fait déjà pour les lavandières. On crée un budget, ça permet d'avoir la ligne. Ça ne veut pas dire qu'on va le lancer tout de suite, hein, mais on prépare le terrain. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'observations sur cette création de lotissement? Et on voit aussi tout l'intérêt d'avoir des réserves foncières. Parce que quand on a besoin, on peut tout de suite, là en plus, et je salue mes prédécesseurs, parce que la réserve foncière avait été faite, et on l'avait inscrit au PLUI, donc ce qui fait qu'on n'a pas de démarche à faire, juste la démarche de créer le budget annexe. Donc c'est vraiment important d'avoir une vision à moyen et long terme pour éviter justement de se retrouver un peu à la rue. Voilà. S'il n'y a pas d'opposition à cette création... Oui, Michel. Appuie sur le micro. Tu prends celui de Gaëtan. C'est juste pour demander si on a une idée du lotissement qui est à côté, privé, là, dans le même secteur, comment il s'appelle Le Bois du Ruffet. Non, mais ceux qui vendent en privé. Combien de maisons ils sont... Ça, c'est le Bois du Ruffet qui est juste avant. Non, mais ça, oui, mais le lotisseur privé, là, d'où il en est, je sais pas si Franck il sait. Ah bah, il est quasiment... Alors, il a commencé une deuxième tranche, Ouais. et il est quasiment... Ouais. Hein Mm. Non, c'est juste pour savoir. Ouais, mais si. Parce que tu disais qu'on manque... non, mais il y a un lotisseur privé qui est en Oui. cours, c'est pour savoir... Et là aussi, il est important de travailler avec des lotisseurs privés, parce que vous savez que la voirie va nous revenir. Là, c'est préparé, la voirie est Oui, prévue je sais. pour le lotissement l'agro-RTT. Donc, tout est déjà prêt. Donc, mais effectivement, ça va permettre d'avoir une offre un peu plus importante que ce qu'on a aujourd'hui disponible. Voilà. Est-ce qu'il y a des oppositions à cette création de budget annexe, des abstentions? Je vous remercie. Alors, on va passer sur la thématique des affaires scolaires. Participation aux frais de fonctionnement des écoles. Donc, c'est une demande que l'on a eue de la part de la ville de Fougères pour 3 enfants de Médan qui sont scolarisés en classe d'inclusion scolaire à l'école Saint-Joseph la Mousset à Fougères. Donc, c'est classique, on ne peut pas fournir de structures adaptées à ces enfants, donc ils vont ailleurs, et donc c'est normal, on prend en charge le frais de ces élèves. Et donc vous avez l'idée c'est de participer à ces frais de fonctionnement dans la limite du coût moyen d'un élève ménoroquois. Donc on prend le coût moyen et on calcule pour ces 3 enfants, ce qui nous arrive à un total de 1 449,57 €, soit 483,19 € par enfant. Alors, ce n'est pas le premier qu'on a, c'est régulier. Et tous les ans, on a cette demande-là, et c'est normal et logique que l'on y participe. Est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie. Sur la thématique de la fonction publique, un point sur les missions d'archivage. Donc on a reçu, c'était en fin d'année dernière, une personne des archives départementales par rapport à nos archives, que ce soit sur Saint-Étienne et Saint-Brice. On a d'abord la problématique de la commune nouvelle, donc il faut qu'on crée des archives pour cette commune nouvelle, et puis le problème de place, notamment à Saint-Brice, où le local d'archives n'est pas adapté, il est trop petit. Au-delà de ça, on a des règles en tant que commune sur l'archivage, c'est réglementé. Et donc, il y a l'obligation, la nécessité de procéder à une nouvelle intervention d'un archiviste. Le dernier avait eu lieu en 2016, ce qui avait déjà permis sur Saint-Brice de classer, de mettre sous boîte conforme. Mais 2016, ça fait déjà 6 ans. Donc là, il y a besoin, en plus avec la commune nouvelle, donc de faire intervenir un nouvel archiviste pour classer un petit peu ces archives. Je peux vous faire lecture. Où est-ce que je l'ai mis? Alors, je ne vais pas tout vous lire, mais donc on a eu un courrier de la direction des archives départementales du patrimoine. Donc c'est Madame Claudia Sachet, chargée de mission archives territoriales, qui est intervenue et qui a fait une évaluation des conditions de conservation des archives, conservation des archives. Premier point, je le disais, donc saturation du local d'archives et aménagement d'un nouvel espace de conservation.
Donc on a évoqué avec elle le projet d'un réaménagement du premier niveau de la mairie qui conduirait à déplacer le local d'archives actuel qui arrive à saturation au terme de la mission que vous souhaitez mettre en œuvre l'année prochaine. Et donc le nouvel espace de conservation doit être en priorité projeté à l'intérieur de la mairie. Et donc un des espaces qu'on a ciblé, c'est plutôt le grenier. Ceux qui connaissent la mairie de Saint-Brice, on a un espace au grenier assez vaste qui est sur une dalle béton. Et donc la chargée de mission trouvait que cet espace convenait. Donc voilà, donc la priorité. Répondre à cet objectif à moyen terme sous réserve d'aménagements importants. Bon, d'isolation, une VMC, revêtement de sol, éclairage, équipement en rayonnage, extincteur, porte-coup-feu. Voilà, le minimum pour des archives. Et sous réserve de contrôler au préalable la capacité du plancher. Donc voilà. Et donc cet aménagement, s'il aboutissait, aurait pour avantage de créer un espace d'archivage homogène, distinct des bureaux et à proximité immédiate des agents. Alors, parce qu'aujourd'hui, on a vraiment un problème de place. Donc on stocke dans les bureaux. Donc c'est pas l'idéal. C'est bon. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est un rappel d'accès aux archives. Donc les archives communales sont des archives publiques. On a un code spécifique, qui est le code du patrimoine, L211-4. Et donc les archives sont placées sous responsabilité civile et pénale du maire, qui en est le dépositaire légal, dans le cadre du contrôle scientifique et technique de l'État. Donc là aussi, on ne fait pas ce qu'on veut avec des archives. Il y a un règlement qu'on doit suivre. L'accès aux archives publiques est placé sous la surveillance permanente et attentive d'agents publics en exercice dans le cadre d'une communication à des personnes extérieures à la mairie. Alors, on avait notamment évoqué la possibilité, on a une association d'histoire, de dire voilà, les archives historiques, on pourrait les confier, alors pas les archives, mais l'utilisation, la valorisation de ces archives à l'association d'histoire. Et là, on a senti que pas du tout. Ça doit rester par un agent public. Après que l'association les valorise sous contrôle d'un agent public, oui, mais que l'on confie la valorisation, voire la gestion dans les archives, c'est interdit. Donc, voilà. Donc du coup, on est obligé d'avoir un agent chargé des archives en permanence. La délégation de services publics ayant pour but la surveillance et la communication des archives communales ne saurait être envisagée. Donc voilà. Voilà un petit peu le... Alors ça, c'était celle du 15. Et oui, on avait un deuxième courrier, en fait, sur l'évaluation du fonds. Donc le métrage linéaire des archives est évalué à environ 60 mètres linéaires avant classement, comprenant les archives stockées sur rayonnage et au sol dans le local du premier étage de la mairie, 45 mètres linéaires, d'une part, et au grenier, y compris les archives provenant de la DDTM, 15 mètres linéaires, le tout nécessitant une durée de classement de 3 mois, soit 12 semaines. Voilà, pour ceux qui n'ont jamais eu l'occasion d'aller aux archives, c'est quand même... Oui, il y a du boulot. C'est vraiment... on a l'impression d'être dans les vieilles bibliothèques d'antan, là. Ouais, c'est pas loin de déborder. Donc voilà. Ce travail pourra être confié à un archiviste titulaire de diplôme d'histoire et d'archivistique proposé par les archives départementales et recruté par la commune. Le coût d'une telle intervention peut être calculé aisément puisque la grille d'emploi recommandée est celle d'un assistant principal de conservation du patrimoine principal, première classe, première échelon, soit 1 600 € brut mensuels. Donc voilà, ça c'est la recommandation. Et donc je vous recommande pour la conservation des archives définitives l'emploi de cartonnage et d'articles de conservation. Donc voilà, c'est des cartonnages spécifiques pour éviter donc l'acidité, le feu, l'eau, les déchirures. Et notamment, on en a perdu certaines parce qu'elles étaient au grenier de cet hôtel de ville. Avec Pascal, on a été faire quelques tours qu'on a récupéré et c'était sous les combles, enfin sous les combles, sous les ardoises. Donc je vous dis pas les pigeons, les souris. Et c'est vrai qu'on a parfois des documents qui datent d'avant 1850. Donc c'est du papier très fragile. Donc voilà, donc c'est très réglementé. Il nous recommande 350 boîtes d'environ 10 cm de largeur et 5 boîtes dites cloches pour les documents grand format. Donc voilà, en gros, il nous donne... et on a un coût évalué à environ 1 750 € TTC. Voilà, donc ça... Alors je ne vais pas tout vous lire, il y a le programme de travail de l'archiviste. Donc ça, c'est ce que l'archiviste devra faire lorsqu'il viendra. Donc mettre un index, classer les archives communales selon leur date de création,
Tout le long de la mission, l'archiviste est placé sous responsabilité scientifique et technique des archives départementales. Le respect des fonds d'archives, là aussi, on avait un moment échangé en disant à Saint-Étienne, on a des locaux d'archives qui sont très bien faits, avec chacun de leur côté. Il y a des étagères, vraiment, ça a été bien conçu. Vous savez pourquoi ne pas tout mettre ce qui est Saint-Brice-Saint-Étienne là-bas? Donc avoir un côté Saint-Brice, un côté Saint-Étienne avec un désherbage, et la commune nouvelle à Saint-Brice. C'est pareil, ça fonctionne pas comme ça. Donc j'attire votre attention sur le fait que les archives conservées dans le local du premier étage de la mairie de Saint-Brice et au grenier devront être classées dans le respect des fonds, à savoir dans le fonds des archives de la commune de Saint-Brice jusqu'en 2016 inclus, et dans le fonds des archives de la commune nouvelle de Ménranc à partir du 1er janvier 2017. Par ailleurs, les archives trouvées au grenier ne relevant ni de l'un ni de l'autre fonds devront être restituées à la structure qu'ils a produite. Alors là aussi, on a des archives du CERCEB par exemple. 76, le CERCEB. Donc c'était là. On a le CERCEB, on a des archives de la DDTM, on a des archives du syndicat intercommunal des eaux du pays du Coglais. Voilà, ils étaient là. Ils étaient là. Voilà, c'est des archives qu'on ne devrait pas avoir. Et donc c'est ça, c'est-à-dire que le premier rôle de l'archiviste sera... La création officielle, mais l'idée a été lancée avant. 86. Donc voilà. Pareil, on a des archives du SDE. On a des archives du syndicat du Loisance-Minette. Enfin bref. Voilà. Il y en a beaucoup. Donc déjà, si on enlève tout ça, effectivement, on va avoir de la place. Et donc, je vous rappelle que la destruction physique des archives publiques doit être validée par le directeur des archives départementales. Là aussi, trop de communes ont fait du nettoyage un peu à la va-vite en disant ça, on enlève, ça, on enlève. C'est pareil, c'est très réglementé. Et on ne peut détruire que, c'est marqué, sous la validation du directeur des archives départementales. Donc, ils viennent, ils authentifient. Donc, c'est vraiment très encadré. Et l'élimination physique des documents portés sur ce procès verbal doit se faire par incinération ou par broyage, norme DIN 66-399. À l'issue de cette opération, un bon de destruction doit nous être retourné, validé. On ne fait pas n'importe quoi avec nos archives. Donc voilà, ça c'était la lettre qu'on a reçue et qui encadre l'archivage. Et du coup, ce courrier nous enjoint de recruter un archiviste pour pouvoir justement remplir cette mission. Donc voilà. Donc l'idée de la délibération, c'est de recruter un emploi d'assistant principal de conservation du patrimoine pour une durée de 3 mois. Donc c'est une mission très courte. On l'a vu tout à l'heure, on est sur un salaire, une grille de 1 600 € brut, 1100 brut par mois, donc pour 3 mois. Et donc l'idée ce soir, c'est de m'autoriser de me charger à procéder au recrutement. Bien sûr, on est encadré par les archives départementales, et c'est d'ailleurs souvent les archives départementales qui nous envoient des candidatures, c'est eux qui chapeautent, et d'inscrire au budget les crédits nécessaires en matériel et en fourniture nécessaires à la réalisation de la mission. Voilà. Alors sur le matériel en lui-même, c'est pas très onéreux. Par contre, ce qu'on n'avait pas forcément anticipé, c'est les travaux d'isolation qu'il faudra faire pour créer ces archives. Donc ça, il faut qu'on fasse un estimatif. Alors c'est pas des travaux non plus. La dalle béton est en très bon état, la toiture, c'est de l'isolation et puis les normes VMC. Donc voilà. Mais ça, là, il faut qu'on fasse un estimatif pour pouvoir l'inscrire au budget. On demandera au département. Pour des archives, on demandera au département. Je pense qu'on peut peut-être avoir un coup de pouce. Alors ça dépend du montant. À mon avis, ce ne sera pas un montant, mais on demandera. Voilà. Alors, c'est nous qui avons demandé. Parce que là aussi, c'est une question à la fois de règlement et de respect des agents. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez l'habitude d'aller en mairie, quand vous allez dans les bureaux, il y a des archives partout. Donc c'est aussi, et puis c'est
à la fois une mémoire et c'est pour la bonne gestion de la commune. Hein. Régulièrement, on a besoin d'aller chercher des permis de construire, d'aller chercher des enquêtes. Normalement, c'est classé, c'est facile. Là, aujourd'hui, parfois, c'est un travail d'archéologue hein, pour trouver des... Bon, on a un spécialiste, notamment à Saint-Étienne, Yannick, sait très bien faire ça. Il connaît les archives de Saint-Étienne sur le bout des doigts. Mais c'est vrai que voilà, aujourd'hui, c'était nécessaire, plus que nécessaire. Donc, on a fait appel à eux. Et puis voilà, donc après... on a le retour. Alors, je dirais pas de bâton, mais bon, voilà. Après, ça devenait très compliqué. Donc voilà, là-dessus. Est-ce qu'il y a des questions supplémentaires sur cette question? Non. Est-ce qu'il y a des oppositions à la fois à ce recrutement pour 3 mois d'un emploi d'assistant principal et pour inscrire au budget les crédits nécessaires en matériel et en fourniture pour la réalisation de cette mission? Pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Thématique suivante, affaires foncières. Donc c'est le lotissement des Lilas, donc le lotissement de Saint-Étienne, qui est en cours de travaux. Vous avez vu, hein, les travaux ont débuté hein, pour la viabilisation du lotissement. Donc ce soir, on vous demande, et je vais laisser Franck prendre la parole, hein, on vous demande de délibérer sur le prix de vente des lots. Non. Alors ça c'est un complot, c'est pour pas que tu parles. Non. Appuie. Non, ça va être bon. Voilà. Oui, donc, comme Thomas l'a dit, le lotissement Les Lilas, la première phase de travaux est commencée depuis cette semaine. Donc là, c'est les réseaux pour une durée d'environ 2 à 3 mois. Et il convient ce soir de fixer le prix de vente des lots pour pouvoir les commercialiser et que les premières maisons puissent sortir de terre aussitôt la première phase terminée. Donc on vous propose, après la commission urbanisme avait travaillé dessus en octobre et avait défini un prix de vente TTC de 92 € le mètre carré, soit hors taxe 76,60 € en se basant sur tous les devis qu'on a validés, notamment la maîtrise d'œuvre, l'entreprise Pigeon, la valeur du terrain et les travaux annexes qui en ont découlé. Pour plus de précision, si vous voulez, j'ai noté quelques chiffres. Le budget total de dépenses devrait avoisiner 310 000 € hors taxe. Et la surface vendue est de 4 250 mètres carrés. Donc si on multiplie par 76,60 € hors taxe, on arrive à 325 550 € de vente. Donc on fait une petite plus-value, mais on a déjà quelques frais annexes qui n'étaient pas prévus au départ, notamment la création d'une voie provisoire afin de ne pas pénaliser les habitants du lotissement dans le fond, là, la rue des Lilas, ce qui n'était pas prévu à l'origine des travaux. Si on n'avait pas fait cette voie-là, ils auraient été obligés de laisser leur voiture et de passer à pied toute la journée pendant les travaux. Donc on a créé une voie secondaire, ce qui fait, voilà, comme l'indique Maxime, qui fait un petit peu le tour là. Et on a eu une première réunion de chantier hier, tout se passe bien. Ceux qui font les travaux ont des sourires des habitants du fond, donc c'est plutôt bon signe. Voilà, donc nous vous proposons donc la vente à 76,60 € le mètre carré. Alors, est-ce qu'il y a des... Hors taxe. Hors taxe, donc Alors, 92 € TTC. Alors, en sachant que souvent on se bat, nous, on communique sur le prix hors taxe, parce que le TTC, ça dépend à TVA, et donc ça peut évoluer. Donc, en fait, nous, on délibère sur le hors taxe, toujours. Hein, pour ne pas avoir à redélibérer si on a un changement de TVA. Voilà. Est-ce qu'il y a des oppositions à cette détermination? Donc, ça a été travaillé en commission urbanisme, oui. En incluant voilà, tous les prix qu'a évoqué Franck. Et c'est pour ça qu'on a mis un peu de temps, hein, parce qu'il nous manquait des éléments, on n'avait pas tous les chiffrages. Donc là, c'est bon, donc on peut déterminer.
Est-ce qu'il y a des oppositions à ce prix de 76,60 € hors taxe du mètre carré? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie. Et donc, on va pouvoir délibérer. Franck, je te laisse la suite. Tu as un autre point, donc déclassement et alignation des parties ou de la totalité de parcelles communales, la parcelle AE numéro 149. Oui, donc c'est une parcelle qui revient pour la 2e ou 3e fois au conseil municipal. On avait déjà pris la décision de vendre cette parcelle-là. Ensuite, elle est revenue suite à l'enquête publique et il nous manquait l'avis des domaines pour pouvoir valider ce soir le prix de vente. Donc c'est cette parcelle-là. On doit avoir le... Enfin, Maxime va nous mettre le dernier plan parce qu'il y a eu un travail de géomètre sur cette parcelle afin de bien déterminer ses contours. Il y a eu un bornage de fait et à l'intérieur de cette parcelle, il a été précisé la zone non constructible parce qu'il y a le réseau d'assainissement qui passe à gauche dans ce terrain-là. C'est une parcelle qui fait, le temps qu'elle arrive, 1146 mètres carrés. Et les domaines nous en donnent 68 700 € à la vente. Voilà, c'est la parcelle que vous voyez là. La parcelle, toute la zone rouge, la quadrillée, c'est la zone qui n'est pas constructible parce que les deux réseaux passent dessous, les eaux pluviales et l'assainissement. Mais vous voyez, il reste quand même tout le côté droit au fond là-bas qui fait quand même au moins 450 mètres carrés là, qui permet de construire dessus. En plus, elle est orientée plein sud, donc ça en fait une parcelle assez agréable. Donc voilà, la commission, pareil, urbanisme, on était parti à la base sur un prix quasiment équivalent. Donc on vous propose ce soir l'avis des domaines de 68 700 €. Sachant qu'il y aura un petit peu de frais de viabilisation parce qu'on doit amener, il n'y a pas grand-chose, hein, mais on doit amener la boîte d'assainissement et électrique, non? Et l'électrique, quoi, Ouais, le c'est boîtier. Mais bon, il y a quoi? Il y a 5 mètres à faire, c'est trop de part. Et c'est vrai que ça participe aussi de cette densification nécessaire, hein, notamment avec la loi climat et résilience, on va être obligé de densifier. Donc voilà, après, lorsqu'on a des parcelles, hein, l'historique de l'urbanisation a fait que parfois on a des dents creuses, on a des terrains qui ont été occupés, d'autres à côté. Donc voilà, ça permet aussi de densifier intelligemment sur des parcelles qui sont libres. Et voilà, qui demandaient aussi de l'entretien par les services communaux. Donc c'est plutôt une bonne chose. Il y a juste Maxime a marqué sur la délibération, c'est 1146 mètres carrés. Et pas 1300? Il y a eu 1300, ouais. 1146? Ouais. Okay. Après bornage. Ah oui. Est-ce qu'il y a des oppositions à cette délibération? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie. Donc on va pouvoir procéder à cette session de parcelles. Eh bien, je vais te laisser la parole, puisque il y a un dernier point. Voilà, on en a parlé tout à l'heure, hein, c'est la vente d'une parcelle au lotissement La Grande Noaille à Saint-Maurice, donc l'avant-dernière ou l'avant-avant-dernière, qui est la parcelle numéro 19, d'une surface de 407 mètres carrés, au prix hors taxe de 88 € le mètre carré, soit un total de 35 816 €. Donc vous l'avez. Allez. Voilà. Voilà. Et il resterait donc les deux derniers lots, oui. Parcelles là-bas. Il nous reste. Alors il y a un lot où il y a un compromis qui est en cours. Donc voilà, on a quasiment complété le lotissement. Donc c'est une très bonne chose. Est-ce qu'il y a des oppositions à cette vente de lot? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie. Je me permets, ouais. J'ai juste oublié tout à l'heure une précision. Comme c'est la même entreprise à Saint-Étienne qui fait le lotissement Les Lilas, et le lotissement des Charmilles, la deuxième tranche, donc elle va intervenir sur le lotissement des Charmilles en finition, donc deuxième tranche, d'ici 15 jours, 3 semaines. Donc on va informer tous les riverains du déroulé des travaux. Mais bon, je profitais d'être au micro pour déjà les prévenir. Donc on va finaliser le... Et il serait bon peut-être aussi de prévenir l'école, qu'il y aura quelques perturbations
Ah oui, pour le ponctuelle, lotissement des Charmilles. parce que ça concerne donc le lotissement des Charmilles, ça concerne aussi la voie qui mène de l'épicerie qui mène un petit peu vers l'école. Exact. Voilà. Ah, c'est bien. Ouais. On C'est aura bien, plus de c'est bien. précisions sur la durée, parce qu'on ne sait pas exactement quand est-ce que ça commence, ni la durée, mais on va s'informer auprès de l'entreprise avec Yuna, et dès qu'on a les informations, on les communique aux riverains et à FX qui se chargera de les communiquer à l'école. Et en termes de fourniture, hein, les candélabres, Tout est prévu, ouais. Ça, et ils les ont parce qu'on a des délais. ouais, je crois qu'il n'y a pas. Ouais. De toute façon, ils font les réservations et puis C'est prévu dans le et c'est calendrier. prévu dans le D'accord. calendrier. Ouais, il n'y a pas de souci. Bon, eh ben parfait. Ils passeront l'hiver prochain au chaud et à la lumière, hein, donc ça, C'est ça. c'est bien. Voilà, merci. C'est bien, c'est bien. Merci Franck. Alors donc sur non, voilà, on avait délibéré. Alors en divers, quelques points. Le premier, c'est le programme de voirie. Donc vous savez que la voirie hors agglomération est devenue une compétence communautaire. Et donc il y a eu 2 réunions à l'ESCC. C'est ça, Yuna, hein, c'était à l'ESCC. Donc Yuna y était, Roger, donc les responsables voirie, et Lionel qui est délégué aussi à la ruralité. Et donc voilà, c'est une réunion qui permet de programmer les travaux pour 2022 et 2023 sur l'ensemble de Quénon. Et donc vous avez le tableau, hein, pour Main Rock. On a sur Saint-Brice les aiguillettes qui vont être. Donc vous avez tout le détail, hein, des interventions avec les priorités. Donc voilà, c'est un travail qui est fait en concertation entre les élus, les agents, selon les demandes, selon les priorités. Et donc ça, sur 2022-2023, voilà l'ensemble des routes et des routes qui vont être réparées, refaites. Donc voilà. Donc vous avez la Honsandière, la Butte, le Petit Bois-Henri, le Rocher-Colin, la Réauret, le Ruffet, la Piquet, la Pichardière. Et donc vous avez les priorités et après vous avez voilà. Donc ça c'est pour que vous soyez informés des zones qui vont être réparées, entretenues par Quénon Marche de Bretagne pour 2022 et 2023. Ah oui. Ah oui, vous avez un code couleur. Donc par exemple, le Rocher-Colin, il y a une partie, c'est du fonctionnement. C'est un curage, arasement, busage, donc c'est du fonctionnement classique. Et par contre, vous avez la Hausse-Sandière, par exemple, hein, on va faire un revêtement. On refait le revêtement de la route, donc là, c'est de l'investissement. Voilà. Sachant que sur Quénon a été revue aussi la voirie, et Quénon va se doter d'une capacité de voirie beaucoup plus importante. Voilà, donc ça va aussi permettre d'aller plus vite et de faire plus de choses. Voilà. Tu as autre chose à ajouter, Lionel ? Bah, prends le micro, que tu sois à l'écran. Et souris. Hein. Appuie. Voilà, Ça y est, c'est bon. ça va venir là. C'est bon, c'est bon. Non, souffle. Ce que je peux dire, c'est que en investissement, c'est le prix du goudron. Le prix du goudron qui va augmenter dans les prochaines années par le prix du gaz. Alors, c'est ce qu'on disait à cette réunion, avec Yuna, qu'il fallait passer le plus possible de marché pour un meilleur prix, pour garantir un prix. C'est tout. Voilà. Merci, Lionel. Mais je pense que tu es au courant, Thomas. Merci. Donc voilà, d'où l'importance aussi d'être présent, hein, sur ces réunions de travail, hein, pour pouvoir aussi orienter. Et c'est vrai que voilà, c'est pareil, Quénon continue de se restructurer. On a un DST qui est arrivé très récemment, M. Clicquot. Et donc ça a permis aussi d'avoir un service plus réactif. Hein. Il manquait un DST depuis plusieurs mois. Donc là aussi, ça commence à venir. Et les relations sont plus faciles. Hein. À partir du moment où il y a un cadre, voilà, les relations, on a une procédure et ça fonctionne. Donc c'est important de le dire et de dire quand ça va. Alors sur cette programmation, donc programme d'investissement et d'entretien de la voirie par Quénon Marche de Bretagne, est-ce qu'il y a des oppositions ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Je vous remercie.
Et voilà. Alors, point numéro 10, renouvellement de l'adhésion à la Fédération française des villages étapes. C'est le renouvellement de l'adhésion. Véronique, tu veux... Je le fais. Tu complètes si besoin, c'est ça? D'accord. Donc, je vous rappelle l'adhésion à l'association Village Étape. On ne représente plus le label, qui est un label très important, qui est à l'échelle nationale et qui nous permet d'être identifiés partout en France. Donc, ça nous permet d'utiliser la marque Village Étape, la marque Fédération française des villages étapes, la marque Philémon le Hérisson, ou Philémon le Hérisson. Philémon. Et les logos, ça fait partie vraiment des labels essentiels et valorisants de nos territoires. On est vraiment identifié comme village étape. Et donc, c'est important de continuer. Donc, je vous propose de poursuivre cette aventure en confirmant l'adhésion de la commune de Maine-Rock à cette association pour une année. Voilà. Alors, si tu veux compléter, Véronique. C'est bon. Philémon t'a donné la parole. C'est bon, pardon. Oui, juste une petite précision. Nous sommes en pleine demande de renouvellement du label. Le dossier ne passera en comité d'experts que le 8 mars. Donc, j'ai contacté la fédération parce qu'effectivement, ils ont envoyé en fait à tous les villages étapes l'appel d'adhésion, de cotisation, parce que c'est une démarche normale à cette période-là. Et on attend le renouvellement. En fait, nous, on peut juste prendre une décision de principe, dire que à la condition qu'on ait le renouvellement du label, on accepte de réadhérer au label à la fédération Village Étape. C'est juste ça. Et on peut attendre pour les payer, d'avoir la confirmation. L'adhésion est conséquente, c'est quoi, 4 000 et quelques, ouais, oui, ça, je sais plus. Donc effectivement, c'est la petite particularité de la délibération, c'est qu'on est en cours de renouvellement de label, donc on va attendre d'avoir le label avant de payer l'adhésion, ce qui est quand même plus logique. Mais merci Véronique C'était pour une précision quand même. Mais tu as raison de le préciser. Donc voilà, est-ce qu'il y a des oppositions à ce renouvellement de l'adhésion et de la cotisation, parce que derrière il y a une cotisation chiffrée? Est-ce qu'il y a des abstentions? Voilà. Mais bien en précisant, et on pourra préciser peut-être dans la délibération, que c'est sous couvert que le renouvellement du label soit effectif. Sinon, on ne paiera pas l'adhésion. Voilà. Point numéro 11, pour Pascal, c'est l'organisation d'un concours photo, avec la validation du règlement. Voilà. Donc, le concours photo 2022 aura pour thème, sur proposition de la commission qui a travaillé dessus, le duo humain-animal. Qu'ils soient domestiques, d'élevage ou sauvages, les animaux comme les insectes et les humains font chacun partie de la vie l'un de l'autre. Les photos proposées par les photographes amateurs devront donc mettre en valeur ce lien. Les participants seront distingués en deux catégories, jeunesse pour les moins de 18 ans et adultes pour les plus de 18 ans. Le déroulement du concours se fait comme suit. Il est ouvert à l'ensemble du territoire de Coënon-Marche de Bretagne à partir du mois de février, donc de demain, si le Conseil valide ce concours. Jusqu'au 1er juin, les prises de vue pourront être en couleur ou en noir et blanc, ne devront pas être retouchées et aucun filtre ne devra être appliqué. C'est-à-dire qu'on ne voit pas de lune en plein jour, par exemple. C'est triste, mais c'est ainsi. La lune en plein jour, oui, mais il y a un... Enfin bon, bref, on en a vu. Les prix et modalités de désignation des gagnants. Les 3 premiers de chaque catégorie recevront des bons d'achat non alimentaires ainsi qu'une reproduction de la photographie primée. Pour la catégorie adulte, le premier prix recevra des bons d'achat d'une valeur de 200 €, le deuxième de 150 €, le troisième de 100 €. Pour la catégorie jeunesse, premier prix 100 €, deuxième 75 €, troisième prix 50 €. Pour les plus gros montants, tenant compte des observations que nous avons eues à l'issue du premier concours,
les bons d'achat seront scindés, en fait. Ce ne sera pas juste un bon d'achat de 200 € par exemple. Les photos seront jugées sur le respect du thème, l'originalité et la qualité de l'instant saisi, le choix du titre donné. Toutes les modalités de participation seront disponibles sur le site internet à partir de demain, dans la journée. C'est-à-dire le règlement complet, les autorisations de participation pour les mineurs assignées par les parents, ainsi que les autorisations de prise de vue et de droit à l'image pour les personnes photographiées et ou les lieux privés. Voilà. J'ai terminé. Merci Pascal. Donc c'est bien, on renouvelle le concours photo. Donc c'est une manière aussi d'impliquer les citoyens, puis de valoriser, parce qu'on a plein de talents, de moins en moins cachés sur notre territoire. Donc, puis ça permet aussi de mettre en avant et en valeur notre commune. Donc c'est une très bonne chose. Est-ce qu'il y a des oppositions à ce concours photo et à ce règlement du concours photo? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie. Donc on va pouvoir lancer le concours photo 2022. Voilà. Alors, du coup, on a épuisé l'ordre du jour. En questions diverses, avant de passer la parole à Gaëtan, juste une information, je ne sais pas si tout le monde l'a. Le SMICTOM a changé de marque, de territoire. Donc le SMICTOM de Fougères, donc le syndicat de traitement des déchets ménagers Vitré Fougères, est devenu S3 Tech. Donc voilà, avec un nouveau label, une nouvelle charte graphique. Donc tri, traitement, transition écologique et circulaire. Donc voilà, c'est une nouveauté. Donc ne soyez pas surpris si vous voyez. Alors, vous voyez, alors Maxime va vous le projeter. Voilà, donc nouvelle identité graphique. Donc, voilà. Donc avec le S du syndicat, les 3 T, c'est tri, traitement, transition écologique et circulaire. Voilà. Et le HEC, c'est pour faire plus joli. Écologie, économie et... D'accord. Non, c'est les 3 T. 3 T, tri, traitement, transition écologique et circulaire. Et tech, écologie, économie et circulaire. D'accord. Bon, parfait. Bon, vous êtes plus fort que moi. Donc voilà, donc ne soyez pas surpris si vous voyez ce logo, c'est la nouvelle charte graphique du SMICTOM. Gaëtan, tu nous as soumis 2 questions diverses. Je vais te laisser la parole. Il y en a une première, on a déjà évoqué, mais je te laisse le micro. Alors la première, c'était sur le DPU de Castéra. C'est vrai qu'on était surpris que, comme on en avait parlé au dernier conseil municipal, que ce ne soit pas réabordé ce soir dans la continuité de ce qui devait se passer entre les 2 conseils. Donc voilà, je me suis permis de poser la question pour qu'on en sache un peu plus sur justement, en plus il y a eu l'article comme j'ai dit tout de suite dans la chronique, donc quel est le positionnement pour que justement on puisse éventuellement, maintenant qu'on a en plus des éléments qui nous sont parvenus, qu'on ait la vision et qu'on sache un petit peu le devenir de ce DPU s'il a été activé. Alors sur cette première question-là, effectivement, on a rencontré la personne qui a signé le compromis de vente. On a échangé sur ses objectifs, sur ses raisons. Et effectivement, elle a envoyé à l'ensemble du conseil municipal son projet. Donc elle a un projet d'abord personnel pour avoir une maison d'habitation et un projet plus global qui est encore... alors qui a
qui n'est pas encore totalement définie, même s'il y a des idées, on a échangé là-dessus, et ça rencontre aussi, nous, la vision qu'on avait de ce terrain-là. Donc là-dessus, on est tombé d'accord sur cette vision de valoriser ce terrain avec de l'habitat un petit peu alternative ou un peu inclusive. Donc ça, après, là-dessus, on était assez d'accord sur ce principe-là. Après, on est en cours encore d'instruction. On a pris la tâche du SCOT, on a pris la tâche de la communauté de communes sur les différents scénarios. Et aujourd'hui, alors c'est pas encore définitif, mais on irait plutôt vers l'application du DPU. On en avait parlé avec la personne, elle savait effectivement, elle était au courant. Et elle était, voilà, l'objectif, c'est de sécuriser dans le sens où le DPU permet qu'on soit propriétaire du terrain et derrière d'avoir un accord avec cette personne pour qu'effectivement on voit avec elle pour son projet initial. Mais voilà, il y avait différents scénarios et je dirais, la voie vers laquelle on se dirige, c'est effectivement d'appliquer le DPU. Alors on est dans les règles. On a envoyé une lettre d'intention le 12 juillet au consort de Castéra, enfin d'Avezac plutôt. Donc on a montré notre volonté d'acheter ces terrains dès le 12 juillet. C'est un projet d'urbanisation, donc on est dans la loi climat et résilience, donc là-dessus il n'y a aucun souci. Donc voilà, donc là-dessus sur le DPU, il n'y a pas, contrairement à la première affaire qu'on avait eue avec le parc, où là effectivement notre DPU, on a appris à nos dépens que le DPU, enfin que la préservation d'une zone naturelle ne rentrait pas dans le DPU ou n'était pas un argument suffisant pour appliquer un DPU. Là, c'est pas le cas. Voilà, donc on a échangé notamment en bureau sur les différents scénarios et on irait plutôt vers l'application du DPU parce que c'est la forme la plus simple déjà pour la commune, et c'était aussi l'intérêt de rencontrer cette personne, tout en prenant connaissance de son projet que l'on partage. Donc voilà, donc pour l'instant on va vers cette voie-là. Voilà. Après je dirais sa demande initiale d'avoir une parcelle, ça il y a aucun souci. Mais aujourd'hui dans l'intérêt de la commune, il est plus sécurisé d'être propriétaire de l'ensemble de la parcelle. Et après on peut effectivement réserver, comme on le fait dans d'autres zones. On a des réserves foncières où effectivement, lorsqu'on achète à des propriétaires, les propriétaires nous disent je vous vends le terrain, mais j'aimerais garder des parcelles à moi pour l'urbanisation. Ça se fait tout à fait. Donc voilà aujourd'hui la situation dans laquelle nous sommes. Est-ce qu'on aura un débat sur le sujet où en fait tu considères que tu vas trancher seul sur cette question? Est-ce que ça reviendra au Conseil? Non, parce que c'est juste pour qu'on sache si oui. On doit élaborer un débat et si on a des arguments à exposer là-dessus. Parce que c'est vrai que suite au courrier de cette personne, moi je m'interroge sur plusieurs choses quand même. On a la chance d'avoir une personne qui a un projet vertueux pour la commune. Et on l'a dit régulièrement, on a d'autres projets en cours qui sont très conséquents sur la commune. Je ne sais pas, moi, quel intérêt on a à porter des DPU un peu, pas tout azimut, parce qu'on n'en a pas fait tout azimut, mais je pense que quand on a la chance, quand on a une commune, d'avoir des acteurs, en plus qu'on connaît très bien, qui s'impliquent, où je pense qu'il y a un engagement un peu moral, je ne sais pas, je trouve un petit peu contradictoire la démarche. Je sais que cette histoire de Castéra, on en parle, mais finalement, quand on a des acteurs locaux qui en plus signent des compromis de vente, donc ils sont engagés, la famille a déjà porté leur intérêt pour ces gens-là. Je ne sais pas, surtout quand on a on a la chance que ces personnes-là exposent leur projet clairement. Des fois, on a des intervenants extérieurs, on peut se méfier de leurs intentions. Donc c'est vrai que moi, personnellement, et nous, dans l'équipe, on en a discuté, on aimerait qu'il y ait, si c'est possible, une vraie discussion sur ce sujet-là. Alors la discussion a eu lieu en bureau, il y a une orientation en bureau. Après le DPU, c'est du ressort du maire. Après, on peut en discuter. On a rencontré ces personnes.
son projet, elle a un projet, mais qui n'est ni financé ni arrêté. C'est un projet, effectivement, on en a échangé, hein, qui est très intéressant et qui rejoint un projet que l'on a. Donc voilà. C'est aussi l'intérêt de la commune d'avoir une zone d'urbanisation. Après, on aura le même débat. Hein. Si elle achète et qu'elle nous revend, il y aura un surcoût. On nous dira qu'on va payer plus cher un terrain d'urbanisation. On n'est Voilà. pas obligé de le racheter, si tu veux, parce que je pense que son projet, il est clairement exposé sur la table. Donc, on a eu la chance d'avoir d'autres investisseurs par le passé à qui on fait confiance. Il y a une densification, il y a une thématique sociale, humaniste derrière cette initiative. Donc, moi, je ne comprends pas. Souvent, en plus, les DPU, à mon avis, il faut se les réserver quand on a un véritable projet. Parce que sinon... je sais pas, on peut heurter des gens. Donc quand on a un véritable projet qui est sur la table, parce qu'à la limite, on aurait pu anticiper, mais on n'a pas vu une ligne. Oui, sur les courriers, mais par exemple, le projet en parallèle. Une lettre d'intention, c'est une anticipation. Au mois de juillet, on a clairement contacté la famille, on leur a proposé un prix qui était basé sur les domaines. Donc on a engagé des démarches, on a anticipé. Oui, mais ça, après, c'est un choix de la famille. Mais je ne remets pas cette démarche, effectivement, même si le compromis de la personne est signé depuis le début décembre, donc ça commence quand même à dater. Je remets plutôt en cause le fait que la personne... elle se retrouve déstabilisée et la famille aussi. Non, donc, parce que et quel projet? Parce qu'en fait, à la limite, si tu veux, quand je te parle d'anticipation, si on avait eu une discussion en amont d'un véritable projet, on serait tous ensemble d'accord de porter ce DPU. Et c'est en ça que moi, l'article m'a un petit peu gêné, c'est qu'on n'a pas eu de la part de la commune un véritable projet d'engager. C'est-à-dire que quand on porte un DPU, c'est que le conseil municipal a une action vers cet endroit. Là, en fait, finalement, la personne, elle nous expose un véritable projet vertueux, qui est quand même assez transparent. Alors effectivement, le projet n'est pas arrêté, mais d'autres financeurs qu'on connaît très très bien, lorsqu'ils achètent des terrains, ça met parfois plusieurs années. Et à la limite, je dirais même qu'un projet privé peut avancer plus vite qu'un projet communal. Donc voilà, c'est pour ça que nous, s'il faut se positionner, tu l'as dit la dernière fois, tu devais la rencontrer, cette personne, et que si le projet était intéressant, le DPU s'éteint de lui-même. Je trouve qu'on a eu une lettre qui était assez explicite, donc de notre côté, on ne te soutient pas sur ce DPU. D'accord. Effectivement, lorsqu'on a rencontré cette personne, ça a été clair pour les adjoints qui étaient présents. Elle était au courant qu'il y avait un DPU. Elle était même, elle nous l'a dit clairement, hein, si vous appliquez le DPU, c'est la loi, ça fait partie du principe. On a échangé sur le projet. Effectivement, elle a un projet qui est très intéressant, on est d'accord, mais qui n'est ni porté et elle ne le portera pas financièrement. C'est elle qui nous l'a dit. Hein. Et dans son courrier, effectivement, c'était plus une vision de ce qu'elle aimerait avoir et sur lequel, effectivement, nous, on est d'accord. On a des projets aussi en interne portés par certains d'habitants dont on a connaissance qui pourront s'implanter ici. Après, le projet, c'est de l'urbanisation. Donc, le projet, on l'a. On a une parcelle, on est sur Saint-Étienne, on le disait tout à l'heure, en manque de réserve foncière. Donc là, on a la possibilité de réserve foncière qui est très bien située, qui est en plein cœur de bourg. Donc on a un projet d'urbanisation. Après, c'est en termes de sécurisation. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut... C'est le même projet, quoi. Non. Donc franchement, je pense que c'est un peu... Je pense qu'on a autre chose à faire. Personnellement, on a vraiment des urgences à traiter et on est en commission finance, on est en train de se dire que le budget il va difficilement tenir debout et puis on a la chance d'avoir des acteurs du territoire qui sont actifs et on se met en travers. Je pense qu'on n'a pas à se mettre là-dessus. Après, j'entends ta remarque. Après, attention, nous, justement, l'objectif de la rencontrer, c'était de jauger et de voir avec elle. Aujourd'hui, elle a une destination souhaitée. Aujourd'hui, elle ne porte pas de projet. Donc, c'est la différence. Et effectivement, la lettre qu'elle a donnée, c'est une vision qui rejoint effectivement des préoccupations qu'on a. Hein. Mais aujourd'hui, elle ne porte pas le projet. Donc, et c'était tout l'intérêt de la rencontrer. C'était de voir, effectivement,
voilà, ce qu'elle désirait, et on était d'accord sur le principe, mais aujourd'hui, elle nous l'a dit clairement, hein, elle ne portera pas financièrement ce projet. Donc voilà, l'idée, c'est de trouver un compromis. Il ne faut pas non plus, attention, un DPU, on en a discuté avec elle, c'était clair dès le départ. Si on active le DPU, c'est pas l'exclure. Au contraire, c'est dans le DPU, on inclura une partie pour qu'effectivement, voilà, c'est pas un DPU d'exclusion, hein. Après, c'est un outil que la commune a justement sur des réserves foncières. Tu dis on a mieux à faire, moi je trouve que sur Saint-Étienne, on a justement urgence à conserver des territoires comme ça qui sont très bien situés. On a besoin de réserves foncières sur Saint-Étienne. Le projet, il est clair. Donc je pense que non, il n'est pas clair. On verra à la fin. Mais de toute façon, à mon avis, vous allez clairement décourager cette personne. Et je trouve que même la famille de Castéra, elle avait une vraie volonté qui partageait le projet qui était en question. Tu les as contactés, les de Castéra ? Mais en fait, c'est implicite. Non, mais est-ce que tu les as contactés ? Non, mais je te le dis. Déjà, on a eu un courrier de leur part qui nous a été envoyé. Qui remonte au mois de juillet dernier. Ouais, mais enfin, Thomas, il n'était pas très agréable pour toi, ce courrier. Non, donc, il était faux. Donc, si tu veux... moi, je sais pas. Je comprends pas. Hein, pour moi, ça ressemble un peu à de l'acharnement, tout simplement. Mais je voulais pas dire ce mot-là, mais ça ressemble un petit peu à ça de ce côté-là. On a quelqu'un qui va urbaniser 1 hectare. On n'a pas besoin d'aller dessus, quoi. Donc, voilà. Justement, la clairvoyance quand on est en responsabilité, c'est de voir le projet. Aujourd'hui, le projet, il n'y a pas de projet. Il y a une vision. Enfin, tenir les équilibres budgétaires. Il y a une proposition. On aurait pu avoir cette personne-là, si elle le souhaitait, exposer véritablement son projet ici, et que, en toute simplicité, d'une manière très constructive, on discute avec elle, et voilà, on aurait pu trancher, parce que voilà, là franchement, tu dis qu'elle n'a pas de projet, mais nous on n'en a pas véritablement, tu ne nous en as pas présenté un, on n'a pas vu une ligne là-dessus, donc... Bon. Ok, donc ça c'était le premier point, et tu avais un deuxième point sur la station essence de Saint-Étienne. Oui. Je te laisse... Là, la station essence, c'est pas le sujet, parce qu'à la limite, la personne qui gère cette station, si elle doit partir dans le respect et la dignité. Et quelque part, notre intérêt, c'est plutôt le service qui doit être maintenu sur la commune. Alors là, justement, je m'interrogerais sur s'il y a une reprise, quelle justement sécurité on a dans le long terme que la station perdure. Donc là, évidemment, c'est un service, c'est clair. C'est déjà revenu plusieurs fois. C'est revenu en débat à Saint-Étienne. Ça a été revoté ici et ça n'a pas été accepté à l'époque pour Minerock. Voilà, donc cette question-là. Mais ce qui nous a aussi interpellés, c'est le fait que dans des réunions en parallèle de la municipalité, on a appris que le bâtiment de Recycleroc qui était attenant, et donc là, les stations essence, vous attendiez une proposition de vente. C'est pas venu à l'ordre du jour du conseil municipal. Donc en fait, dans la comment on appelle ça, la commission affaires générales ou commission finances, on a abordé qu'il y avait des bâtiments communaux qu'on devait se séparer. Je pense que quand on se sépare d'un bâtiment qui a quand même une histoire, on peut peut-être, le minimum, c'est d'avoir un petit débat au conseil pour se dire si c'est judicieux, à quel prix et comment. Voilà. Après, je trouve qu'il y a eu, dans la presse et dans cette réunion avec Isabelle, on a appris qu'il y avait presque un ultimatum de 3 mois pour la station essence et Recycleroc. C'était quand même un peu brutal de savoir que ça pouvait être dans 3 mois sans débat. Donc voilà, c'est avec Isabelle en réunion, on a été surpris de l'apprendre alors que ce n'était pas passé en conseil municipal. Alors je vais répondre à ta question et à ton exposé. Donc première chose, en fait, c'est un entrepreneur local qui nous a contactés. Donc ça a été de son chef qui nous a contactés avec un projet qui remonte
a bien plus longtemps que ce conseil. Et effectivement, on ne l'a pas évoqué en conseil municipal parce qu'on a d'abord voulu explorer ce projet. Aujourd'hui, il n'y a aucun engagement de la commune. C'est un travail qui a été mené, je dirais, parallèlement, ça, comme tout à chacun. Il y a eu un projet, on a travaillé, et on attendait que ce projet ait une vraie réalité pour qu'on puisse le présenter devant ce conseil. Parallèlement, effectivement, on va lancer très prochainement un appel à projet pour cette zone-là, justement, par rapport à la station-service et plus globalement à ce bâtiment qui est notre deuxième poste de dépenses énergétiques sur la commune. Donc c'est un bâtiment qui a besoin d'être rénové, qui est très ancien. Alors tu l'as dit, il a une valeur patrimoniale certaine, et donc il faut qu'on puisse en prendre soin. Et donc là, on va lancer un appel à projet dans les 15 jours, 3 semaines qui viennent, dans les 15 jours, où on va justement proposer à tous les candidats qui le désirent de nous proposer un projet sur cet ensemble. Donc il n'y a rien d'opaque. Alors attention, on travaille aussi à côté du conseil. Aujourd'hui, on a tenu notre étape. On arrive à une étape où effectivement la proposition de cet entrepreneur commence à ressembler à quelque chose de concret. Et donc on arrive à cette étape-là où on vous présentera justement, suite à cet appel à projet, l'ensemble des candidats, les projets. Donc voilà, il n'y a rien de... Alors l'ultimatum, il n'y a jamais eu d'ultimatum de 3 mois. On a simplement, nous, on est tenu par une station-service privée, avec une entrepreneuse privée, qui a aussi un désir, et c'est son droit, voilà, de vendre. Et donc nous, on est tenu effectivement à cette problématique-là, et on essaye de trouver une solution pour que l'ensemble perdure. Donc on a eu quelqu'un d'intéressé, on a travaillé avec lui pour savoir si ce qu'il nous proposait était pertinent pour la commune. Aujourd'hui, voilà, on arrive à un point où ça commence à avoir un projet intéressant, mais encore une fois, il n'y a aucun engagement de la commune. Nous, on va avancer, et le bureau a estimé que justement, il était pertinent de faire un appel à projet pour voir si on ne pourrait pas avoir d'autres projets ou d'autres candidats qui se présentent. Voilà où on en est. Donc, après, il faut faire attention à la presse, faire attention à tout ce qui est dit. On entend beaucoup parler. Lorsqu'on travaille sur des projets, on informe les intéressés que lorsque ce projet a une chance d'aboutir. On ne va pas avertir les gens chaque fois qu'on étudie quelque chose. Voilà. Et donc c'est pour ça que, notamment sur l'association La Recyclerie, on ne les avait pas prévenus, parce que tant que le projet n'était pas réaliste, on n'avait pas de raison de les inquiéter. Outre mesure. Alors après, ils se sont inquiétés parce qu'ils ont entendu par des bruits de couloir. Mais voilà, il y a eu... bruits de couloir, c'était... il y a eu des gens qui se sont avancés. Alors après, je dis pas qui a dit quoi que ce soit, mais l'objectif, c'était au contraire de ne pas les inquiéter, parce qu'il n'y avait aucune réalité. C'est tout. Mais à la limite, quelque part, la commune est quand même engagée, parce que malgré tout, cette association, elle est quand même maintenant une association majeure, donc il faudra quand même penser à l'après. Donc finalement, on est engagé aussi. C'est pour ça la réflexion auprès de l'association. La recyclerie. Oui. C'est que, si tu veux, on peut quand même en débattre et de se dire quelle stratégie pour l'après, parce que il ne faudra pas les laisser en plan. Mais ça n'a jamais été notre volonté. C'est sans doute, puisque quand même, lors de ce qu'on avait entendu une première fois, c'est que quand même, c'était très engagé. Moi, ce que je voulais revenir, ce n'est pas l'aspect patrimonial du bâtiment en tant que tel. Je voulais juste qu'on débatte de l'ancien centre social où a été créée l'association du Coglay. Et par exemple, les 2 escaliers en granit, c'est quand même Rébillon qui a apporté le granit. Et c'est des artisans de la commune à l'époque qui les ont fait gratuitement pour cette association cantonale du Coglay. Alors tu parlais d'archives dans ce début de conseil. Quelque part, là, c'est l'archive, c'est la pierre. Donc je ne sais pas si dans le devenir de ce bâtiment, cet escalier qui a été construit à l'époque et qui avait une vraie signification, s'il sera maintenu. Donc tu vois, c'est des choses simples qu'on pourrait juste parler entre nous et pas d'attendre le dernier moment avec une belle offre de quelqu'un et de se dire la commune a besoin d'argent, on vend le bâtiment. Donc moi, mon idée de l'échange de ce soir, c'était d'amener des interrogations sur des fois on se porte un intérêt sur tel ou tel bâtiment de la commune. Là,
il y avait peut-être juste un débat entre nous à avoir, peut-être essayer de comprendre comment ce bâtiment il en est arrivé là. Et ça a été quand même une association fondatrice du Coglay. Il y a eu des textes très importants qui ont été écrits dans cette bâtisse. Bon, moi je sais que c'est plus de notre génération et puis que peut-être ça n'intéresse plus les gens, mais il y a des gens qui m'ont dit j'ai connu les artisans qui ont travaillé, qui ont amené cette pierre-là, des gens de chez Rébillon nous l'ont dit, ça me pose question. Voilà. Je voudrais juste qu'on en parle et qu'on se dise quand on va vendre, ça signifie qu'on tourne une page de l'histoire. Non, et puis alors. Et en plus, c'est pas forcément de le garder, c'est qu'on en discute. Oui, mais bien sûr, il n'y a pas de. Il n'y a pas d'opposition à ça, on est d'accord. C'est un bâtiment patrimonial et de toute façon, il y aura des. Il y a effectivement un élément patrimonial à garder, ça on est d'accord. Hein. Après, là aujourd'hui, on a eu une demande de quelqu'un, donc on a étudié. C'est tout. Voilà. Après, effectivement, l'idée n'était pas de vendre pour vendre, c'est pas ça. Hein. C'est aussi qu'on a besoin sur Saint-Étienne d'avoir une revitalisation, pour amener de l'activité. Donc quand quelqu'un nous amène un projet avec la possibilité d'amener de l'activité économique tout en conservant le bâtiment, voilà, on l'étudie, c'est tout. Donc là, on l'a étudié, on attendait d'avoir de vraies propositions. Et là, on a estimé en bureau qu'il était opportun, notamment parce que la station-service est un vrai enjeu, de lancer un appel à projet, en précisant bien que la station-service est privée. Hein, donc c'est juste, voilà, communiquer en disant cet espace-là, on aimerait en faire quelque chose. Donc voilà, ceux qui sont intéressés, ceux qui ont des projets, ceux qui ont de l'argent, proposez-nous des choses. Et on fera et on en discutera ensemble, on verra les projets. Mais clairement, oui, ce bâtiment-là, il est important pour l'histoire, on est d'accord. Après, on a un patrimoine qui est très conséquent sur la commune. Aujourd'hui, c'est un vrai gouffre énergétique. Les normes sont très limites. Et donc, en fait, aujourd'hui, si on voudrait vraiment le garder, il faudrait investir de l'argent qu'on n'a pas. Donc, c'est tout. Donc là, aujourd'hui, c'est un espace qui est stratégique et on a la station-service et c'est ça qui nous alerte. C'est qu'on est station-service, on doit garder ce service. Et donc, on essaye de trouver une solution. Voilà. Aujourd'hui, rien n'a été décidé. Il y a des tractations, il y a des études qui ont été faites, des propositions. Et on verra ce que ça donnera à la fin. Et Fix, tu voulais intervenir. Oui, juste parce qu'on passe quand même beaucoup de temps et c'est important sur ce dossier-là. Mais par contre, on a quand même eu une réunion de bureau dont Marc est présent en tant que conseiller délégué. Nous avons vraiment évoqué le sujet assez profondément. Donc je suis surpris que l'info n'ait peut-être pas passé entre vous, plutôt de l'avoir appris par Isabelle ou je ne sais plus par qui. Mais en tout cas, c'est un dossier on a passé un peu de temps ensemble. Donc je ne sais pas, il faut peut-être revoir. Comment ? La dernière réunion de bureau qu'on a eue ensemble, Marc, on a évoqué tout ce dossier-là, en fait. Hein. D'accord, après, peut-être de voir dans l'équipe, peut-être que l'info passe suite à ces réunions-là, c'est important. Non, on s'est vu entre-temps. En tout cas, on a évoqué en réunion de bureau, Marc était présent, et je pense que c'est important qu'il puisse vous remonter l'information. Heureusement que Marc est en bureau maintenant, on a un petit peu d'infos, il nous l'a donné. Sauf qu'on l'avait su avant, et c'est ce qui est dommage, c'est ça, François-Xavier. C'est tout. Mais oui, c'est justement, il vaudrait mieux avoir une information transparente dès le départ, plutôt que des... Justement, voilà. Mais après, si tu veux, c'est même pas l'histoire d'avoir l'info. C'est juste que nous, on veut un temps de débat constructif. C'est pas une histoire de pas savoir ou de savoir. Attends, appuie. Oui, attends, FX, appuie. Il y a Tanguy qui... Vas-y, appuie. Tanguy, appuie. Vas-y. Oui, le but, si on reprend ce projet-là, donc l'objectif premier quand même, c'est de conserver la station-service.
pour Saint-Étienne, mais aussi pour Saint-Brice. Il faut savoir que le nombre de clients qui vont à la station-service, c'est des personnes qui s'arrêtent au bord de l'autoroute, ou même des personnes, il ne faut pas oublier, que la station-service Élan, c'est la carte donc totale, donc c'est la gendarmerie, tous les services publics, toutes les personnes là. Si la station-service s'efface, on n'en aura plus, donc ils seront obligés d'aller sur Fougères. Ça, il faut le savoir. Pareil, la station-service là amène du monde pour après aller dans les commerces comme Coxy Market, le coiffeur, la pharmacie, tout le reste. Donc c'est vrai que si on reprend par contre l'historique de cette station-service, au départ c'était M. Malapert qui devait la racheter avec la communauté de communes. Après il y a eu Louis Dubreuil qui est arrivé président de la communauté de communes. Le projet a été annulé. Ensuite c'est la mairie de Saint-Étienne-en-Cogle qui a refusé, ou dans l'autre sens. Mais de toute façon, non mais bon Catherine, laisse-moi parler. Par contre, ce que je veux dire, c'est que tout le monde... Oui, donc tout le monde a sa part de responsabilité. Et après, il y a eu Minerock qui a refusé de revoter pour le rachat de cette station-service. Ah, c'est pas ce que j'ai eu comme info. D'accord. Donc c'est vrai qu'avec Thomas, on a parlé. Bon, en tout cas, on n'a pas racheté la station-service. Là, Marie-France Delorme arrive à un âge où il faudra penser à cette reprise. Il faut penser à cette reprise-là. Si on essaye de vendre seule la station-service avec la maison d'habitation, ce sera très compliqué de trouver un repreneur. Et c'est déjà à vendre, comme tu dis, Franck, c'est déjà à vendre depuis longtemps. Donc, si on fait un appel projet global, on peut trouver des repreneurs plus facilement. L'objectif aussi, ce n'est pas que de conserver la station-service, c'est de revaloriser aussi Saint-Étienne-en-Cogle. Je pense qu'on peut faire un beau projet avec ce bâtiment, tout en conservant la pierre et le granit. Pas besoin de tout casser non plus. L'appel à projet, donc on le lancera, comme dit Thomas, d'ici une semaine, quinzaine de jours, et tout le monde peut y répondre. Mardi dernier, on était avec Recycle-Rock, avec Gaël et Claude, et donc même Recycle-Rock nous a dit que même si elle rachetait tout le bâtiment, ce serait trop petit, parce que c'est pas à cause du bâtiment de Recycle-Rock, c'est plutôt à cause du lotissement qui est en train de se construire. Ce serait trop petit. Mais c'est vrai, Gaëtan, tu peux demander à ta sœur. Hein, Non, je croyais que tu rigolais. Mais tu peux demander à ta sœur, on en a parlé. Ouais. Et je pense, en plus, elle a un bon projet. Parce que, en plus, ce qui était un peu gênant, c'est que moi, même en tant que conseiller délégué, c'est que nous, on ne l'avait pas rencontré avant, parce que normalement, la communauté de communes devait s'occuper de son dossier depuis l'année dernière. Donc, si elle a quelque chose à se reprocher, c'est à la communauté de communes et non à la commune. Ça, c'est un premier point. Et donc, et en plus, aujourd'hui, elle est suivie par le SS de Fougères. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire pour reparler de ce dossier-là. Et donc, c'est tout. Merci. Concernant ce que tu dis, Tanguy, concernant la communauté de communes, faut savoir que les services s'en occupent. Recycle-Rock, c'est une association à part entière. Et sur le territoire, il y en a une autre à Rimou, c'est Recycle Donc. Et on voit bien qu'il y a un fort potentiel de développement sur ces activités-là qui sont demandées par le grand public. Et le problème sur notre territoire, c'est de disposer de bâtiments vides pour accueillir ces activités-là. Et là-dessus, on a un gros problème sur notre territoire parce que si c'était si simple, il y a longtemps qu'on aurait retrouvé une solution pour les reloger dans un bâtiment beaucoup plus adapté à leur épanouissement. Voilà ce que je voulais ajouter. Et pour aller dans ton sens, Jean-Frédéric, puisque tu présidais le comité de pilotage cet après-midi, on a validé la feuille de route du PCAET. Et dans le PCAET, ça a été inscrit noir sur blanc, justement, cette économie sociale solidaire, dont la recyclerie de Ménrock, la Recycle-Rock et la Recycle-Don de Rimou.
Donc effectivement, ça a mis du temps. On a eu un premier en 2019, on a eu un premier 2020. On a eu un chargé de mission qui avait fait une première réunion qui était très intéressante, où Marie-Josée était présente. Et malheureusement, ce chargé de mission a fini sa mission et c'est tombé en stand-by. En plus, 2020, c'était quand même le Covid. Et donc, ça a patiné. Et c'est vrai que là, ça a été priorisé à la Commission développement économique comme une des priorités de 2022. Et ce que je disais tout à l'heure, qu'on a vu cet après-midi en copile, c'est inscrit au PCAET. Donc, effectivement, ça va peut-être pas assez vite, mais il y a une vraie sensibilisation. Donc, voilà, faut quand même le souligner. Il y a une volonté de réfléchir aussi au déploiement de cette économie sociale et solidaire. Et comme le disait Jean-Frédéric, aujourd'hui, la recyclerie a explosé, mais parce que ça a dépassé les attentes initiales. Donc aujourd'hui, il faut le prendre en compte et il faut le dimensionner. Donc et comme l'a très bien dit Tanguy, c'est vrai que nous, la commune, on a le bâtiment, mais c'est une compétence communautaire. Et ça a été pris en charge par la Comcom et ça arrive. Mais c'est vrai que voilà, ça va pas assez vite pour des bénévoles et j'en conviens tout à fait. Ça, je comprends. Hein. Quand on est sur le terrain, quand on est associatif, on voudrait parce qu'on est au quotidien. Mais ça prend du temps. Mais voilà, il y a une étude qui est en cours. 3 mois, donc c'est court. Il faudra y répondre, y participer. Et dans 3 mois, on y va un peu plus clair. Franck, tu voulais... Oui, attendez. Ouais, ben après, je voulais juste répondre à Jean-Frédéric et à ceux qui parlaient de la Comcom, et tu as raison, Tanguy. C'est vrai que ce qui s'est passé au début de ce mandat à la Comcom, c'est que la personne qui était sur l'ESS est partie et elle n'a pas été remplacée. Donc c'est vrai que du côté de la Comcom, il n'y avait pas grand monde pour s'en occuper. Concernant les élus de Couesnon, tu as parlé d'une première rencontre qui a eu lieu, tu as trouvé très intéressante, Thomas, ce jour-là. Parce qu'en fait, la Recycle Rock, ça va être un vrai sujet, mais beaucoup plus transversal. Je crois que d'ailleurs, il faudrait même qu'on s'interroge sur la commune pour avoir des relais de ce qu'on appelle maintenant l'économie sociale et solidaire. C'est que ça va être une idée très transversale dans plein de domaines. Et je crois que si on ne veut pas être dépassé une fois de plus sur ce sujet, il faut l'anticiper. Et je pense qu'il faut qu'il y ait des élus qui vraiment s'imprègnent de ce sujet, puisque les autres collectivités, l'État, la région, le département donnent énormément d'argent sur le sujet. Concernant les élus locaux, Jean-Frédéric, je voudrais juste te rappeler que lors de certains conseils communautaires où ce sujet-là est arrivé, donc on a 2 vice-présidents à l'économie, donc Emmanuel Audus et M. de Gouvion de Saint-Cyr, et c'était effectivement dans leurs compétences. Et Emmanuel Audus a dit qu'au départ, il voulait prendre du temps parce que c'était son premier mandat. Et M. de Gouvion de Saint-Cyr a dit qu'il ne voulait pas s'en occuper. Donc c'était une première... Ça, c'est en conseil communautaire. Et puis, effectivement, la commune de Saint-Brice, vous êtes 2 vice-présidents. Donc effectivement, c'est aussi pour ça que, sans doute, que Recycle Rock, quand une association de Rimou, par exemple, veut parler à Couesnon, elle ne va pas forcément aller à Couesnon. Elle va aller voir les élus de sa commune qui siègent à la communauté de communes. Donc je pense qu'il faut aussi ne pas se renvoyer la balle. Donc moi, ce que je pense, c'est que ce sujet-là va revenir de toute façon d'une façon très brûlante. Il va, à mon avis, dans certains territoires, il va même devenir la colonne vertébrale des futures politiques du territoire. Donc je pense qu'il ne faut pas que notre territoire, on soit en retrait sur le sujet. Et pour l'instant, parce qu'on parle de PCAET, PAT, tout ça, c'est des sigles qui disent qu'il faut qu'on travaille là-dessus. Mais pour l'instant, à la Comcom, c'est creux et on n'a pas de budget là-dessus, si tu veux, Jean-Fred. Donc il y a des intentions. Je pense qu'on est tous conscients que ça urge. Mais pour moi, on a déjà perdu 2 ans de retard, d'ailleurs, sur le sujet. Et j'espère qu'on ne va pas en perdre 4 ans. Mais pour l'instant, même pour cette année de budget 2022, il n'y a rien sur le sujet, à part des études. Donc après, voilà, vous dites qu'il y a de l'impatience des bénévoles. Je pense que globalement, sur le territoire, il y a beaucoup de forces vives qui vont vouloir travailler sur le sujet. Je pense qu'il va se créer en parallèle des choses. Il faudra qu'on soit justement en accompagnant et très actif sur le sujet. Et je pense que c'est un sujet qui va devenir important pour les élus. Mais les élus communautaires apprécieront le creux. Franck, tu veux... C'est bon ? Bon.
Michel. Non, moi c'est juste pour confirmer ce que disaient Tanguy et Gaëtan, parce que j'étais avec Tanguy avec la commission en juillet 2000, ça fait plus d'un an, c'était l'année dernière. Et il avait été question justement du recycle rock, et nous, toute la commission était d'accord, sauf certains politiques. Donc je pense que c'est plus politique aujourd'hui si on veut avancer ce genre de choses. Donc il y a le directoire, il y a différentes façons de vue. Bon, voilà, c'est tout. Mais toute la commission était bien d'accord. Tanguy, tu peux confirmer. Et bon, nous, un vice-président qui était peut-être peu réticent, quoi. Et je suis d'accord. Et moi, j'ai participé... Je crois que tu as dû arriver après, je pense. Après... Ouais, mais moi, j'ai participé à une deuxième après. Et non, mais là, je parle déjà il y a très longtemps. C'est notre première commission. Ouais, mais la deuxième... et nous, on était déjà la première. Ça fait déjà 6 mois entre deux. Hein. Ouais, et ça a évolué parce qu'aujourd'hui, les membres de la commission, effectivement, sont favorables à ce que... Non, mais nous, on veut bien aller aux commissions avancées. Mais moi, après, nous, on est des simples conseillers au niveau de la commission. On n'est pas dans le directoire ni rien. Donc, je pense que c'est là que ça se passe. N'est-ce pas? Oui, et c'est ce que je dis. Effectivement, il fallait aussi le temps que les uns et les autres, et j'en conviens, il y avait des élus qui n'étaient pas convaincus. Il fallait le temps. Aujourd'hui, c'est inscrit dans le PCAET. Alors, ça peut être que des sigles. Je pense que les agents apprécieront la qualification. Mais il y a un PCAET, il y a une étude qui est portée par le PESS et la recyclerie dans lequel on est présent. Donc ça se met en marche. Après, il faut aussi le temps que ça se structure. Il faut le temps qu'on puisse voir ce qu'on peut faire aussi. Donc aujourd'hui, c'est parti. Alors effectivement, peut-être pas assez vite, mais si on veut qu'on avance, il faut que tout le monde soit constructif. Voilà, aujourd'hui, c'est en marche. Donc maintenant, arrêtons les querelles de clocher et allons-y. Jean-Frédéric. Ouais, juste pour finir, comment je te rejoins Thomas là-dessus, sur toutes ces nouvelles économies qui arrivent, des fois il faut aussi le temps de se les approprier pour les élus. Et c'est pas parce qu'un élu, hier, il a dit qu'il ne voulait pas porter ou que ça ne l'intéressait pas que ben voilà, et quand il voit l'évolution de ces économies-là, ben après, oui, ça intéresse, et puis après, on y va, quoi. Il faut des fois le temps de s'imprégner de ces nouveaux courants, quoi. Voilà. Je pense qu'il faut laisser le temps, des fois aussi. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Merci Jean-Frédéric, ce sera le mot de la fin. Non. Non. C'est un sujet quand même qui me tient à cœur et je maîtrise. Le développement durable, Jean-Frédéric, il a été défini en 1991. Donc on est en 2022. Donc effectivement, si tout le monde n'est pas sur le même niveau, j'en suis conscient. Mais si tu veux, c'est bien des choses qui sont dans l'air du temps et développées dans certaines zones. Si ici, et les gens qui sont les élus en responsabilité, ne sait pas leur urgence et leur priorité du mandat, ça peut se comprendre. Mais moi, je dis juste que c'est une question de toute façon qui va nous être imposée par les exigences et d'autres collectivités. Mais c'est depuis 1991 que des gens travaillent là-dessus. Et c'est inscrit dans le PCT comme une priorité. Donc ça a bien été entendu. On va s'arrêter là. Est-ce qu'il y a... Non, c'est bon. On a fait le tour des questions diverses. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée à tous.